qu'il est fort. On a beau se dire que certaines limites sont infranchissables, lui prouve l'inverse à chaque rencontre. À chaque sprint, chaque tir, touche de balle ou feinte de frappe, on sait qu'il peut tout changer. Ce fut le cas dimanche contre la Pologne, c'est déjà le cas depuis 7 ans. 7 ans que je grandis avec lui, 7 ans qu'on ne parle que de lui avec mes copains de classe, que ce soit en cours, dans la cour de récré, au goûter, et que j'emmerde mes parents pour avoir son maillot. Il y a 7 ans, le 2 décembre 2015, l'aventure Mbappé commençait. Et depuis, d'une certaine manière, il fait partie de notre vie. Sans lui, je ne suis pas sûr du tout qu'il me serait arrivé de vibrer devant des matchs de Monaco. Sauf qu'à 18 ans, il emmène un club français en demi-finale de Ligue des Champions, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2010. Donc quand il signe au PSG quelques mois plus tard, c'est l'élu, je me dis. Le joueur qui nous rapportera la coupe aux grandes oreilles. Ma pensée se confirme chaque week-end, quand je le vois depuis le Junior Club du Parc des Princes. Il marque, il passe, il dribble, il fait déjà gagner des matchs. Malgré tout ça, Kylian Mbappé peut avoir le don d'énerver, de prendre le melon, comme on l'a tous si souvent répété. Me parle pas d'âge, il a dit. J'ai beau dire la même chose quand je me fais refouler par le buraliste, lui sait bien qu'en France, ce genre de discours est mal vu et qu'on lui en demandera plus après. C'est ça depuis le début avec Mbappé. On attend toujours plus de lui. Choisi comme coupable après l'élimination de l'Euro, il a très vite relevé la tête. C'est ce qui est fort chez ce joueur, il répond sans cesse aux attentes. Que ce soit en Coupe du Monde, en Ligue des Champions ou en Ligue 1, il répond présent. Cette année encore, il semble franchir un palier. Celui des 1 but par match de moyenne, des doublés décisifs, une vitesse toujours plus folle, une finition de plus en plus clinique. Cette Coupe du Monde en est le parfait exemple, c'est lui le game changer, capable de changer un match en un éclair. Kylian est en mission, la Ligue des Champions, la quête du Ballon d'Or, le record de buts et de Coupe du Monde de Pelé. Bref, on a la chance de le voir chaque jour marquer son histoire, et parallèlement, notre histoire à tous. Grâce au prodige de Bondy, tous les rêves paraissent réalisables. Passer le brevet, atteindre les 100 abonnés sur TikTok, mon premier bisou. Désormais, plus rien ne me fait peur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 11e art pour une énième quotidienne, on les compte plus. Et aujourd'hui c'est moi Zachary qui prend la main parce que place aux jeunes un peu pour une fois. Et pour m'accompagner je suis avec deux tauliers de 11e art. D'un côté c'est lui qui m'a fait découvrir l'alcool et depuis ma vie est bien moins stable. Comment ça va Valentin? Je vois que tu t'habitues assez rapidement aux vannes de Jules. Ouais bah elles sont pas mal hein. Ouais, elles sont bien. Mais nous, on a un petit peu les Leonardo Jardim de 11e art. En fait, on te lance, ça y est, on te lance comme le petit Kylian. Je te souhaite un avenir très radieux, Zach. Waouh, bah écoute, j'espère vraiment. Franchement ça serait très très beau. Et enfin, je suis avec un ami supporter parisien, alors qu'on croise plus souvent du côté de Saint-Ouen à Bauer qu'au Parc des Princes, donc je l'explique pas trop, mais comment ça va Flo? Ah non, clairement, je mets quand même beaucoup plus les pieds côté Porte d'Auteuil que côté, Ah que ok, côté ça Porte de va. Saint-Ouen. Mais alors, par Je suis contre, clairement pas rassuré. Junior Club. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été en Junior Club. Je n'ai pas pu. Non, mais écoute, je te souhaite effectivement à toi aussi, Zach, un très très bel avenir. Mais juste, je sais que depuis Valls et Jules, c'est très compliqué depuis que tu les connais, hein, que t'es comme les chiens. Maintenant, une année égale 7 en réalité. Donc, je te souhaite de pas vieillir trop vite quand même. Hein. Moi, j'en apprends tous les jours avec vous aussi. Hier, j'ai découvert l'existence des légumes verts déjà. Sacré Bien masterclass fait de marrer Jules ça. hier quand même. C'est ça, ouais. Bon alors les gars, pour commencer, je voulais rapidement revenir sur les matchs d'hier. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu rapidement? Bah, il n'y a plus d'Asiatiques, hein. Voilà. Malheureusement. C'est vrai qu'on les a perdus assez vite. Les Japonais, les Japonais étaient pas mal. Hein. C'est dommage qu'ils s'en soient pas sortis. Ils sont tombés sur un gardien croate qui était. Enfin, franchement, je pense qu'en termes de performance dans une séance de penalty, c'est quand même à classer très très haut, je crois, comme type de performance, parce que 3 penalties arrêtés, bon, qui sont pas super bien tirés, mais Il y en a un qui est tiré de manière catastrophique. Le Ouais, premier. les deux autres, ça reste des beaux arrêts quand même. Bon, après, autant le Japon avait vraiment une carte à jouer face à la Croatie, même si c'était pas forcément favori et ils passent pas très loin. Après, il faut aussi ouvrir les yeux. Que ce soit la Corée ou le Japon n'étaient pas forcément non plus des favoris et déjà être en 8e, c'était déjà une sacrée perf pour ces deux pays. Ouais, c'est vrai que bon après le Japon ça s'est vraiment joué à rien et les Coréens malheureusement on les aura perdus au bout de 20 minutes hein. C'était assez sévère ce qu'ils leur ont infligé mais bon. Du coup les gars, pour commencer, place à ce qu'on pourrait décrire comme un rituel de ces quotidiennes avec le sens du détail de Thibaut Leplat et qui si je me trompe pas va aujourd'hui nous parler de Didier Deschamps.
Aujourd'hui, mardi 6 décembre, Thibaut, tu voulais revenir. J'en sais que tu as énormément vibré devant ce match de l'équipe de France. Et tu voulais évidemment revenir sur Didier Deschamps, le match de jeu. Ouais. Vibrer, je sais pas, mais réfléchis, oui. À une question, est-ce que les matchs à élimination directe sont l'essence du football ou bien alors seulement une exception? Et oui, quand on a Didier Deschamps comme sélectionneur, la question se pose forcément. Le nombre de passes réussies, le nombre de buts, le scénario du match, la possession, tout ça, on s'en fout, c'est secondaire. Quand on arrive en période de huitième de finale, les fauves sentent l'odeur du sang. À partir des huitièmes, fini la kermesse, fini les nations exotiques, fini les matchs témoignages et les anecdotes croustillantes, le langage commun change de registre à l'approche d'une seconde phase. Et je ne vais pas faire la fine bouche, moi non plus, c'est ce qu'on attend depuis 3 ans, que les choses sérieuses commencent. Ouais, les matchs à élimination directe, c'est un peu le moment des grandes affiches et des matchs de fou. Et c'est vrai aussi que, sauf accident, on ne se souvient jamais des matchs de poule. Qui se souviendra dans 10 ans du France-Tunisie à la Coupe du Monde? Non, les matchs à élimination directe, c'est le moment où le football redevient un sport un peu archaïque, sans calculette, sans arrière-pensée, juste un duel. Car le duel, c'est la forme première du sport dans l'histoire. Les Grecs n'appelaient pas ça encore le sport, ça c'est une invention de l'Angleterre victorienne, mais ils appelaient ça l'agone, le combat, la baston quoi. Et quand on lit les descriptions des combats à mort en question de l'époque, on comprend pourquoi ce mot, en français, a ensuite donné l'agonie, le moment qui précède la mort. C'est de cela dont il s'agit dans le sport primitif. Le duel est une agonie entre deux hommes qui entendent se faire disparaître l'un l'autre, s'éliminer mutuellement. Il y a quelque chose de primitif, de sauvage au fond de nos passions pour les éliminatoires. Rien de tel qu'un Portugal-Suisse ou un Maroc-Espagne pour réveiller de vieilles pulsions. Ouais, c'est vrai que la seule chose qu'on est certain au moment où un match à élimination directe arrive, c'est qu'il y a une des deux équipes qui va disparaître du tournoi. Et ça change tout, il n'y a plus de calcul possible. Le format d'éliminatoire, c'est la forme primitive du jeu. À quoi joue-t-on le plus souvent? À mourir pour de faux. Sans cesse, on répète le drame pour mieux le conjurer, le dominer, le domestiquer. Il faut relire Norbert Elias sur ce point. L'anthropologue allemand nous raconte le sport comme un lent processus d'euphémisation de la violence, c'est-à-dire de la manière dont, par les règles du jeu, les interdictions mutuelles, on apprend petit à petit à arrêter de s'entretuer pour un oui, pour un non. On apprend en gros à se retenir. Mais ce que dit pas Elias, c'est que cette pulsion n'est pas présente que pour les joueurs. Elle concerne aussi le spectateur. C'est ce même archaïsme qui l'asticote. Chaque fois que s'approche un match à élimination directe, l'odeur du sang nous attire, nous aussi. On ne peut pas faire autrement. Oui, je vois à peu près ce que tu veux dire. L'homme est un loup pour l'homme. Et le détail dans tout ça, c'est quoi? Le détail, c'est l'avertissement que nous avait adressé Didier Deschamps la semaine dernière, juste après la défaite contre la Tunisie. Il a dit « Une nouvelle compétition va démarrer ». Comprenez bien ce mot d'ordre. Du passé, faisons table rase. Les huitièmes de finale, c'est un nouveau monde qui commence. Lequel? Celui des fauves, celui de la compétition. Il est peut-être là le génie de Deschamps. Il nous rappelle une distinction fondamentale. Le football et la compétition, ce sont donc deux mondes différents. Dans le premier, il s'agit de jouer ensemble, de construire un projet qui nous mènera éventuellement à terme ou pas. L'essentiel ici étant le voyage commun, pas la destination. Dans l'autre, dans le monde de la compétition, la finalité est d'abattre un à un tous les adversaires qui se présentent et d'être le dernier survivant. En ce sens, la compétition est à la fois un retour au sport primitif et en même temps un aveu sur notre manière de voir le monde. Pour Deschamps, le football est donc bien une question de vie ou de mort, rien de plus. Ouais, c'était très intéressant Thibaut, la question de la rareté des grands événements comme celui-ci. On en a pas mal discuté il y a quelques mois de cela au moment de l'événement Super League qui avait eu lieu. Enfin. Merci beaucoup Thibaut et on se retrouve demain. Merci à Thibaut pour ce sens du détail, encore une fois très intéressant. C'est vraiment une chance de l'avoir avec nous chaque jour. Et on va enchaîner directement avec Jean-Baptiste Guégan qui aujourd'hui va nous parler des relations entre le Maroc et l'Espagne, qui nous promet quand même une affiche de grande qualité. Mardi 6 novembre est toujours évidemment accompagné de Jean-Baptiste Guégan. Une nouvelle fois, le sosie vocal de Johnny Hallyday est avec nous et ça c'est ce qui fait le plus plaisir. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. C'était uniquement pour Valentin. Mais ça sera absolument pas coupé au montage, je préfère te prévenir tout de suite. Ah ouais, j'espère. Tu voulais nous parler aujourd'hui parce qu'il y a quand même un petit match sympathique en termes de géopolitique, c'est évidemment ce Maroc-Espagne. Le choc des voisins, un petit derby. Ouais, alors c'est le derby de la Méditerranée et de l'Atlantique. C'est aussi, et c'est assez intéressant, c'est le derby des pays qui s'échangent des territoires. Il y a deux enclaves espagnoles justement au Maroc, Ceuta et Melilla. On a une très grosse communauté
marocaine en Espagne. C'est vraiment deux pays qui littéralement cohabitent, mais qui n'ont pas des relations extraordinairement bonnes, dans le sens où jusqu'à récemment, ils n'étaient pas d'accord sur notamment la question du Sahara occidental. Cette portion finalement du Maroc qui a fait plus ou moins sécession depuis une cinquantaine d'années et qui reste pour les Marocains leur possession, pour les Espagnols c'est plus diffus. Ça a longtemps été un territoire dont ils soutenaient finalement l'indépendance, puis là depuis un an c'est un peu moins le cas. Donc ils sont calmés sur le Sahara Pourquoi? occidental. Pourquoi? Bah, parce que d'abord ils ont tous des relations en commun et que derrière, l'Espagne a vu plutôt l'occasion de normaliser ses relations avec un voisin, notamment au sujet de la question de l'immigration, parce que les enclaves de Ceuta et Melilla sont les portes ouvertes vers l'Europe, mais ce sont des territoires espagnols, donc à la charge aussi finalement de l'Espagne. Or, les autorités qui contrôlent l'autre partie sont les autorités marocaines, et toute complication aurait tendance à laisser finalement la question migratoire au second plan et donc à poser énormément de problèmes d'abord aux Européens et a fortiori aux Espagnols. Donc une normalisation des relations était intéressante, d'autant qu'une partie de l'économie espagnole tient aussi finalement à la diaspora marocaine. Donc c'était de toute façon rationnel de s'entendre là-dessus. Et en l'occurrence, la normalisation depuis maintenant plusieurs mois fonctionne bien. Et c'est toujours plus intéressant d'avoir des relations constructives avec son voisin qu'opposé. Donc, ce qui va être aussi intéressant avec cette opposition, ça va être l'opposition en termes de jeu. Parce que les deux équipes se ressemblent, elles sont techniques, elles sont extrêmement flamboyantes quand elles le veulent. Et les Marocains ont une folle envie de devenir la seule équipe africaine à rester en lice. En termes de justement normalisation des relations, si je dis pas de bêtises, dernièrement, l'Espagne et le Maroc ont proposé une candidature commune. Alors, je sais plus pour quelle compétition c'était. Je me demande si c'était pas pour la Coupe du Monde Ouais, 2026 ou ouais, alors, 2030. Un projet pour la Coupe du Monde 2030? ouais, il y avait un projet pour la Coupe du Monde 2030 qui était vraiment ambitieux, hein. Espagne, Maroc et Portugal. Le souci, c'est que sur le papier, ce que les Espagnols et les Portugais avaient proposé, c'était de s'associer à une candidature marocaine. Sauf que ça arrivait à un moment où les relations étaient tendues, justement à cause du Sahara occidental. Et cette candidature a finalement disparu des radars pour être remplacée par une candidature Espagne-Portugal-Ukraine, alors qu'elle est tout aussi politique, hein. Mais c'est vrai que si on a vu une candidature Espagne, Portugal, Maroc, on associait deux continents, on était à peu près sûr d'obtenir une victoire, puisque c'était l'ensemble des fédérations européennes et africaines qui auraient voté probablement pour cette candidature. Ça aurait permis au Maroc, qui est une vraie terre de football, d'être le deuxième pays africain à organiser cette Coupe du Monde et le premier du Maghreb. Ça aurait été intéressant de voir aussi la possibilité que ça offrait aux autres voisins, c'est-à-dire l'Algérie et la Tunisie, de participer à un événement plus grand finalement que le seul Maroc, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui au Qatar, hein. Et c'est dommage qu'on soit passé à côté. Alors, peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, malheureusement, pour l'heure, cette candidature est avortée. Bon, en effet, ça va être un petit match de foot sympathique, en espérant que tout ça soit peut-être un petit peu mieux que la dernière couve de valeurs actuelles. Bienvenue au Belgikistan. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce truc-là? Ouais, bon, comme d'habitude, hein, Valeurs Actuelles provoquent pour mieux vendre, sauf qu'en ce moment, ils ont un énorme problème de trésorerie, donc ils sont obligés d'aller dans l'outrance la plus crasse pour essayer de rameuter les gens. Après, là où on peut s'intéresser au sujet, c'est de savoir pourquoi finalement les diasporas étrangères, lorsque leurs équipes gagnent ou perdent, ont besoin finalement d'exorciser ça par l'affrontement des forces de l'ordre et la violence. Ça se fait qu'en Europe. C'est assez intéressant de voir ça, parce qu'on a ça avec les diasporas du Maghreb notamment. À chaque fois qu'il y a une victoire, etc., ça dérape. Alors on peut voir une première raison, c'est la très forte consommation d'alcool, le côté aussi extrêmement masculin finalement de ces réunions, et la volonté de s'affirmer dans des environnements qui les respectent ni ne les considèrent. Il suffit de se rappeler finalement de ce qui s'était passé avec la victoire du Portugal en France. Il y avait une sorte de mépris. Et il y a comme une sorte de révolte, ou plutôt de revanche sociale, justement, qui se manifeste. Et dans un pays qui ne sait pas gérer ses foules et qui a en plus énormément de mal à gérer ses minorités, bah, c'est aussi parfois un exutoire. Alors, c'est jamais le bon, hein, c'est pas pour trouver une excuse, loin de là. C'est
que la violence ne justifie pas, a fortiori contre les biens et les personnes, et encore moins contre les forces de l'ordre. Mais il y a une forme de déclenchement. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est là où Valeurs Actuelles rappe le truc, c'est que ça aurait plutôt été intéressant de poser la question autrement. C'est pourquoi, alors que ces diasporas-là devraient au contraire faire la fête et s'enthousiasmer, elles en arrivent à casser des trucs. Après, faut peut-être pas faire de généralité, c'est évidemment pas tout le monde non plus. Non, non, mais c'est une infime minorité. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que socialement, tu vas avoir une infime minorité des gens qui va briller? On n'a pas eu de problème, par exemple, au Qatar. Voilà, on est dans un régime autoritaire dans lequel il n'y a pas d'alcool et dans lequel il y a un contrôle policier qui est excessif. Mais c'est aussi intéressant de voir ça, c'est-à-dire que on le voit pas, par exemple, dans d'autres sports. On le voit pas dans le rugby, on le voit pas. Est-ce qu'il y a une culture propre, justement, au football quand il y a victoire? C'est une vraie question. Parce que moi, j'ai déjà fait des matchs, et je pense que ça doit être pareil pour les gens qui nous écoutent. Ça brille rarement, au contraire, c'est plutôt bon enfant. Et on peut se demander si c'est pas lié aussi à une question d'encadrement des forces de l'ordre. Bah écoute, on invitera Gérald Darmanin pour la prochaine émission, comme ça il pourra nous répondre directement. Ah, Gérald. Ouais, on l'embrasse évidemment. Bisous, Gérald. Maroc-Espagne, les gars, est-ce que vous avez un petit pronom à me faire là sur cette rencontre? Je sais pas ce que tu dis, Val. Moi, je pense que je ne suis pas lucide. Je suis aveuglé par le fait que j'ai vraiment envie que le Maroc se qualifie. Je pense que le Maroc peut vraiment quand même embêter l'Espagne, mais que la sélection espagnole restera quand même, devrait quand même passer. Mais je pense qu'ils vont se faire embêter sur le terrain, qu'ils peuvent se faire emmener en prolongation et que ça peut être compliqué et montrer les failles aussi de cette Roja devant tout le monde. Ouais, je trouve que cette réalité qu'on a depuis le début des huitièmes de finale, que ce soit avec le Brésil, l'Angleterre, la France, l'Argentine, qui affrontent des nations un petit peu surprises de cette compétition, va encore une fois se vérifier et que malheureusement l'Espagne va prendre le dessus sur le Maroc. Mais en tout cas, moi je souhaite aussi plutôt qu'une victoire du Maroc parce que cette équipe est quand même hyper plaisante à voir jouer. Ouais, c'est vrai que moi je suis quand même d'accord avec vous, mais je me dis que mentalement, l'Espagne peut avoir certaines faiblesses et peut craquer sur certains moments. Donc franchement, attention à voir, si le Maroc peut pas faire une différence, en un quart d'heure ou en fin de match, par exemple. Je j'exclus pas ce genre de scénario. Et donc deuxième match de la journée maintenant, car c'est vrai qu'on est passé de 4-2 depuis quelques jours et ce deuxième match, c'est le Portugal-Suisse qui tient aussi toutes ses promesses et toi, Flo, tu as décidé, de nous parler des binationaux qui ne choisissent pas forcément la sélection de leur pays de naissance, c'est ça? Exactement, parce que ces deux équipes, le Portugal et la Suisse, comptent respectivement 7 et 3 binationaux, mais ils étaient 137 au tout début de cette Coupe du Monde à jouer pour une nation dans laquelle ils ne sont pas nés. Et 4 équipes seulement sur les 32 engagées, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Brésil et la Corée du Sud, à ne pas compter dans leur rang de joueurs nés à l'étranger. Constat donc d'un foot autant globalisé que le monde dans lequel nous vivons. Un chiffre qui dit une vérité, surtout sans tracer de généralité. Parmi ces 28 nations, 13, soit quasi la moitié, possèdent seulement un ou deux joueurs nés hors de leurs frontières. Mais alors, qui en tête? N'en déplaise aux fans argentins notamment, clairement pas les grands pays européens. Alors oui, il est clair que la diversité des équipes européennes tient pour beaucoup du passé colonialiste du vieux continent, ainsi que des différentes vagues d'immigration, intra-européennes notamment, venues renforcer chacun de ces pays. La Belgique, l'Angleterre et la France en tête. Mais les joueurs d'aujourd'hui sont donc ceux issus d'immigrations anciennes, arrivés en Europe il y a plusieurs générations, et dont le foot a joué et continue de jouer un rôle d'intégrateur dans la société, souvent encore bien plus rapidement que d'autres manières. La France ne compte donc ainsi dans ses rangs que 3 joueurs nés à l'étranger. Eduardo Camavinga en Angola, Mandanda au Congo et Marcus Thuram, cas particulier, né en Italie où évoluait alors son père. Un seul pour la Belgique ou l'Angleterre. A l'inverse, certains pays, nouvelles terres d'accueil de nombreux migrants, se retrouvent dans les premières places de ce classement. Le Canada avec 7 joueurs, l'Australie 9 ou encore le Qatar 10. Si l'on occulte le cas du Pays de Galles, qui sur les 10 joueurs nés à l'étranger en compte 9 originaires d'Angleterre, également comme le Pays de Galles membre du Royaume-Uni, 5 des 8 nations comportant le plus de footballeurs nés à l'étranger sont des nations africaines. Le Ghana et le Cameroun, respectivement avec 8 et 9 joueurs, le Sénégal et la Tunisie avec 12, et surtout le Maroc, dont plus de la moitié de l'effectif est né hors des frontières, essentiellement dans 4 pays, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Un schéma identique à ces pays, celui d'anciennes colonies qui bénéficient du statut de binationaux de joueurs européens issus de l'immigration, et équilibre ainsi ce que ces pays essentiellement africains ont offert aux nations européennes par le biais de l'immigration. Un choix parfois et souvent très complexe pour ces joueurs, tiraillés entre deux cultures et deux nationalités, et qui ne se résume pas tout le temps, comme on aimerait le penser, à un opportunisme sportif.
Alors, à l'inverse, on peut se demander quels sont les pays qui envoient le plus de footeux évoluer sous les couleurs d'un autre pays. Et c'est donc bien logiquement que les 5 premières places sont occupées par des pays européens. La Belgique et les Pays-Bas avec 5 joueurs, puis l'Allemagne et l'Espagne 7, derrière l'Angleterre avec 17 joueurs. Et enfin, surtout, la France, 37 joueurs, dont 10 rien que pour la Tunisie, 9 pour le Sénégal et 8 pour le Cameroun. Ce qui fait ainsi profiter à de nombreuses anciennes colonies africaines du nombre de binationaux et fait ainsi rayonner le modèle de formation français. Un chiffre de 37 joueurs impressionnant, un record, mais qui ne cache pas une autre réalité. Sur les 831 footballeurs participant à ce mondial au tout début de la compétition, 29 sont nés en région parisienne. Un record à nouveau, presque le double de son dauphin, la région d'Ontario au Canada, avec 15 joueurs, ou encore du Grand Londres avec 10. Et là encore, le Grand Paris confirme son multiculturalisme avec 11 franciliens évoluant avec les Bleus, pour 18 donc représentant une autre sélection. Un constat qui fait résonner en écho la punch du rappeur Medine dans son titre Grand Paris 2. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Bien loin des polémiques aussi bien franco-françaises de ceux qui ne veulent pas se reconnaître dans cette équipe dont la diversité est pourtant la force, ou à l'inverse de ceux qui, à l'étranger, comme en Argentine par exemple, voient l'équipe de France comme une nation qui pille les talents étrangers sans connaître l'histoire complexe de notre pays et occultant la nationalité et le pays qui est le leur, ou encore de ceux qui critiquent le supposé opportunisme des binationaux choisissant leur pays d'origine, l'immigration a toujours fait le football dans les traces de l'histoire avec un grand H. Et ce n'est pas la France, dont les plus grandes gloires de l'histoire, de Copa à Mbappé, de Platini à Benzema, en passant par Fernandez et Zidane, en sont issus, qui dira le contraire, surtout quand elle peut aussi se targuer de fournir autant de talent à d'autres nations. Waouh, bah écoute, merci beaucoup Flo pour cette super chronique. On a appris pas mal de choses. Moi, j'en savais pas grand-chose forcément sur les binationaux. Toi, Val, est-ce que tu as une petite nationalité cachée là qui te permettrait de jouer pour une sélection? Bah justement, ouais, j'étais en train de me poser la question de savoir si un jour j'étais footballeur, qui je choisirais entre la France et le Légumistan, du coup, que Jules a introduit hier. Et j'avoue que je me pose la question, c'est assez chaud. Mais pour revenir à des sujets un petit peu plus sérieux, Flo, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais, et c'est marrant parce que c'est un phénomène qui existe pas du tout. Enfin, c'est un phénomène qui est très orienté sur l'immigration entre justement l'Afrique et les pays occidentaux comme les pays d'Amérique du Nord ou d'Europe, mais c'est une question qu'on ne se pose pas du tout quand on parle des pays d'Amérique du Sud et d'Asie. C'est beaucoup moins le cas. Alors le Qatar a une politique de nationalisation. Le foot ne permet pas ce qui est fait, ce qu'on avait vu notamment dans le handball ou dans l'athlétisme. Une nationalisation massive. Je crois qu'il y a quand même... de la Corée. Comment ? Ouais, le Japon et la Corée, pour le coup, c'est vraiment à la marge. Je crois que c'est un joueur pour le Japon qui est né, il me semble, aux États-Unis. Et après, non. Et en Amérique du Sud, c'est très peu présent. Ça doit être un ou deux Équatoriens, pas d'Argentins, pas de Brésiliens, un Uruguayen. Ouais, 2 Mexicains. Donc non, c'est beaucoup moins le cas en Argentine. Après, on verra peut-être dans les années futures beaucoup de Vénézuéliens jouer pour la Colombie, par exemple, quand on voit les vagues d'immigration actuelles. Mais non, c'est un phénomène qui est purement lié aux anciennes colonies. Ok, bah écoute, super intéressant. Et alors pour finir, Val, puisque tu as l'air de bonne humeur, il me semble que tu avais pas mal de remerciements à faire passer. Ouais, je le mentionnais brièvement hier, mais on arrive aujourd'hui au 17e jour de cette Coupe du Monde. 54 matchs ont déjà été joués, donc vous l'aurez compris, il ne reste plus que 10 fois 90 minutes à vivre dans cette compétition. Malgré les 2 derniers huitièmes de finale restants, nous arrivons aussi au premier jour de repos de cette compétition, en tout cas pour nous. L'occasion pour moi de tirer un premier bilan de ce mondial et d'adresser mes plus sincères remerciements aux équipes qui nous ont déjà quittés. Naturellement, mes premiers remerciements devraient se tourner vers le pays organisateur. Évidemment, il fut un petit peu difficile, même psychologiquement, d'accorder un quelconque mérite aux Qatariens, que ce soit sportivement ou déontologiquement. Mais j'ai quand même voulu chercher quelqu'un à remercier, et j'ai trouvé. Cette personne, c'est Akram Afif, le numéro 10 qatarien, qui aura été peut-être le seul joueur de son équipe à réussir à élever son niveau de jeu. Mais c'est tout. Autant donc s'arrêter plutôt sur les bourreaux de Qatari. Nos amis sénégalais. Les hommes d'Aliou Cissé ont encore une fois fait vibrer tout un pays et érigé le Sénégal comme l'un des plus beaux représentants du football africain. Mention spéciale aussi pour le capitaine de cette équipe, Kalidou Koulibaly, qui aura guidé son équipe lors du match décisif face à l'Équateur avec une dignité et une humilité rares. Merci évidemment à nos amis équatoriens qui, en plus d'avoir offert l'immunité diplomatique à Tom Abadi, auront montré un fier visage à l'image de leur buteur, Ener Valencia. Merci aux Gallois d'être partis aussitôt de cette compétition. Nous n'aurions pas supporté un match de plus de ce football terne et moribond. Immense merci évidemment à nos amis iraniens dont les performances auront probablement aidé à abolir la police des mœurs, tout en prenant le soin d'adoucir nos cœurs. Merci à Tyler Adams et Younous Moussa et Timothy Weah pour leur jeunesse insouciante et leur lucidité en conférence de presse. À dans 4 ans pour vous humilier en demi-finale chez vous.
Merci aux Mexicains pour cette dernière journée de phase de poule complètement folle. À un but près, c'était ok. Mais bon, on se retrouve quand même dans 4 ans pour vous humilier en quart de finale chez vous. Merci à Hervé Renard et à ses soldats saoudiens pour cet exploit monumental face à l'Argentine. Match qui sentait la Coupe du Monde à plein nez et qui permet de rappeler que le mythe du petit poussé n'appartient pas seulement à Charles Perrault. Merci aux Danois de nous avoir fait croire pendant plusieurs mois qu'on pouvait faire perpétuer la tradition selon laquelle le champion du monde en titre ne sortait jamais des phases de poule. Et merci aussi au passage pour les 3 points. Merci à Aïssa El Aïdouni, Wabi Kazri et Elias Kiri d'avoir porté cette belle Tunisie qui ne s'en est finalement pas sortie. À l'inverse de l'Australie, elle qui, hormis les quis, a bien fait de rentrer au pays. C'était sans compter non plus sur la Pologne et son attaquant Lewandowski, éliminé par le French Génie, mais dont les larmes au moment d'inscrire son golasso auront accordé un semblant d'affection au pays des cathos. Merci aux Japonais, peut-être l'équipe la mieux préparée tactiquement de ce tournoi et qui nous aura fait rêver, notamment pour ce match contre l'Allemagne. L'Allemagne, qu'on remercie pour son engagement politique et son petit prince Jamal Musiala, peut-être le meilleur joueur de cette phase de poule. Merci aux Canadiens et aux Costariciens pour les journées portes ouvertes et à la Belgique pour être désormais le fournisseur officiel d'humour de la Coupe du Monde. Encore que, en termes d'humour, les Camerounais auront été pas mal, que ce soit à travers les déclarations de leur président Samuel Eto'o ou de la qualité du jeu proposé. Mention tout de même à Vincent Aboubakar pour cette louche venue d'ailleurs. Merci à la Serbie qui nous a permis de proposer des chroniques géopolitiques quotidiennes. Heureusement pour eux que l'indépendance du Kosovo ne se jouait pas sur un match de football. Et merci aussi de vous mouiller la nuque avant de regarder la prochaine Copa América où l'Uruguay sera peut-être entraîné par un certain Marcelo Bielsa. Merci aux Ghanéens qui, malgré l'élimination, auront été une attraction durant ces 3 matchs de poule. Et merci aux Coréens, sans Kim, rien n'aurait été possible. Et enfin, merci à vous, les toujours plus nombreux auditeurs qui nous écoutent tous les jours et qui nous envoient de la force pour continuer à produire toutes ces émissions. On sera là évidemment jusqu'au 19 décembre pour essayer de combler votre petit cœur d'amour et de ballon rond. Et surtout, merci à toi Val pour cette chronique et tout le taf réalisé pendant cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'équipes qui nous ont bien fait vibrer et ont créé de belles surprises. Toi, Flo, si tu devais retenir une équipe qui nous a déjà quittés, ce serait laquelle? Bah moi, c'est une équipe qui a pris 3 défaites, mais c'est le Canada. Notamment sur le premier match contre le Belgique, c'est une équipe que je trouve de plus en plus sexy. C'est pas un pays qui est connu pour sa relation avec le foot, et pourtant on sent que c'est un pays qui ne cesse de progresser et qui commence vraiment à produire à produire, c'est horrible ce mot, mais de très très bons joueurs. Et j'espère qu'en 2026 ils seront présents chez eux et qu'ils pourront faire mieux, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays-là. C'est vrai qu'ils ont quand même, ils ont pas été récompensés des efforts pendant la compète, surtout au match d'ouverture, premier match contre la Belgique. Mais du coup, les gars, bah, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Comme les matchs, 11e art fait également une pause là pendant quelques jours, histoire de reprendre un peu son souffle. Mais vraiment, merci à tous nos auditeurs d'être encore présents et de nous soutenir. Mais s'il n'y a pas de foot ces prochains jours, vous en faites pas. On revient vendredi pour ce très alléchant Argentine-Pays-Bas.